On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Luc, on s'en va faire un petit suivi de campagne parce que Donald Trump est en Caroline du Nord, puis là, c'est commencer à s'attaquer à des faits. Là, on parle plus de taille de foule, on parle plus de la race de Kamala Harris. Non, là, il essaie de l'attaquer sur des faits économiques, Luc. On a progressé. Il fallait le remarquer hier quand même. Donc, c'est pas un changement radical. On n'était pas en terrain inconnu. Mais effectivement, et plus sérieusement, donc, Donald Trump est revenu non seulement sur les faits, mais sur des sujets qui pourraient l'avantager. Peu importe ce que Kamala Harris va offrir à partir de maintenant, Donald Trump partait déjà avec une longueur d'avance quand il est question de la perception des performances économiques. Donc, Kamala Harris a bien progressé. Il y a un sondage début de la semaine qui montrait que sur l'économie, un sondage, Kamala Harris devançait Donald Trump par 1 point. Donc, mais ce n'est, je répète, qu'un seul sondage parmi de très nombreux sondages dans lesquels, généralement, on dit l'économie américaine va aller mieux sous Donald Trump. Donc, M. Trump, hier, est revenu avec ce sujet-là. Il sait que Kamala Harris va bientôt dévoiler l'entièreté ou en tout cas une bonne portion de son plan pour l'économie. Alors hier, bien sûr, il a tenté de lui faire porter le fardeau ou l'odieux, pas d'une mauvaise situation économique parce que c'est pas le cas aux États-Unis. Il l'a associé à l'inflation. Donc, il a dit Kamala Harris, aux côtés de Joe Biden, n'a rien fait pour l'inflation. La campagne Harris a pu répondre hier, le chiffre venait tout juste d'être annoncé, que l'inflation elle est baissée à 2,9 %. On espérait toujours que ce soit mieux. Mais au moment où Donald Trump attaque, l'inflation, pour ceux qui surveillent les faits, donc, est à 2,9 %, ce qui est le niveau le plus bas enregistré depuis 2021. Ouais. Au-delà de ça, voilà, donc le synchronisme. M. Trump ne pouvait pas le savoir, pas plus que la campagne Harris, mais le hasard parfois fait bien les choses. Donald Trump a aussi offert une vision dans laquelle si on est américain, il faut s'attendre à des baisses d'impôts. Et on sait qu'il l'a fait déjà pour les individus les plus fortunés. Il semble être de l'école de ce qu'on appelle les trickle-down economics, ou de ce ruissellement de l'économie. Vous soulagez le haut de la pyramide, les plus riches, et ces gens-là créent de l'emploi, donc, etc. Et ça ruisselle jusqu'aux moins fortunés, jusqu'à la classe moyenne, et ensuite aux moins fortunés. Hier, il n'a pas précisé que c'était pour les plus riches. Donc, on peut s'attendre, si on est un Américain, à des baisses d'impôts. Personne n'aime payer des impôts, donc c'est assez clair. On espère au mieux, quand on paie nos impôts, qu'on va en avoir pour notre argent. Mais M. Trump y est allé donc de cette annonce, je vais baisser les impôts. Un des problèmes auxquels va être confronté Donald Trump en campagne, s'il ne nuance pas ce discours-là ou qu'il ne donne pas plus de précision, c'est que le déficit, lui, bien réel, est à la hausse. Et c'est un des angles d'attaque traditionnels des républicains en disant, nous, on va, appelons ça comme ça, dégraisser la machine. On va réduire la taille de l'État, puis on va diminuer le déficit. Est-ce qu'en coupant les impôts, imaginons un instant de tout le monde, on ne vient pas contribuer à ce déficit si on n'annonce pas comment on va aller chercher du nouvel argent ou de l'argent frais? L'administration Biden, hier, par exemple, annonçait en être venue à une entente c'est des milliards de dollars qu'on va économiser sur une dizaine, donc, de médicaments. Donc, il y a, si on regarde les faits et les pratiques, des milliards de dollars d'un côté qu'on va chercher pour des programmes qui coûtent de plus en plus cher, entre autres ceux des soins de santé. Donc, M. Trump, les baisses d'impôts, écoutez, j'en suis. Je prendrais bien des baisses d'impôts. Comment on va financer l'État à partir de ça? Comment on maintient les programmes? Ça, là-dessus, c'est resté plutôt vague. Sinon, et ça rend encore la chose un brin plus cocasse comme promesse, il a dit qu'il allait maintenir Obamacare, Affordable Care Act. Donc, c'est l'accès aux soins de santé pour un plus grand nombre d'Américains. C'était le projet, l'Affordable Care Act d'Obama, celui qu'il a passé dans les 2 premières années de son administration. Ça a été un cheval de bataille pour les républicains que de revoir Obamacare. Donald Trump nous avait promis, rappelez-vous, en 2016, de faire beaucoup mieux
Et hier, finalement, ce qu'il a dit, c'est « Je vais maintenir Obamacare ». Donc, à moins d'être capable de faire beaucoup mieux, je vais le garder. Mais on voit vraiment avec la campagne, le contexte a bien sûr évolué depuis 2016 et même depuis 2020. Mais on a vu, il faut être honnête, dans les deux campagnes, des réorientations, pour ne pas dire carrément des changements d'attitude dans les discours. Kamala Harris le fait aussi. Si elle veut gagner la Pennsylvanie, donc, est-ce qu'elle peut s'opposer totalement à ce qu'on appelle le fracking? Elle y est revenue en disant finalement, j'ai changé d'opinion sur le sujet, ou j'ai changé d'orientation. En Pennsylvanie, ça va être une donnée importante pour bien des électeurs. Donc, on voit ce qu'on appelle les fameux flip-flops, les fameux changements ou les réorientations de discours ou de projets. Mais donc, hier, moi, ce que j'ai retenu essentiellement de M. Trump, on n'a pas mis de côté les attaques personnelles, on n'a pas mis les grandes tirades brutales de côté, mais tranquillement, il y a ce changement vers des enjeux et vers des forces. Si on pense aux perceptions, c'est là où ça se joue pour les électeurs. Donc, il a misé sur ce qu'on considère généralement être ses forces. Donc, est-ce qu'on va parvenir à le garder discipliné, concentré sur le message? Hier, si on est républicain et qu'on est pro-Trump, il y avait quand même des choses intéressantes à observer. Dernier commentaire sur la Caroline du Nord. Ça devrait aussi inquiéter les républicains que Donald Trump ait à se présenter en Caroline du Nord. La Caroline du Nord, c'est un terrain qui est conservateur, c'est un terrain qui est républicain. À part Barack Obama, on n'a pas vu de démocrate menacé en Caroline du Nord. Donc, que Donald Trump y soit pour prononcer un discours qu'on présentait comme très important sur l'économie, ça atteste encore une fois, c'est un indicateur de la progression de Kamala Harris. Va-t-elle répéter l'exploit de Barack Obama? On n'en est pas là. Mais ça veut dire que les républicains sont bien conscients que Mme Harris continue de progresser. Jamais, nous, quand on a discuté depuis le début de la période estivale, j'ai mentionné la Caroline du Nord comme étant un swing state ou un État pivot. Par contre, les chiffres sont bien meilleurs pour les démocrates. Alors, c'est un signe, ça aussi, que Donald Trump ait à se présenter là pour parler d'économie. Luc, la campagne, c'est bien beau. Là. On les suit avec attention. On écoute un discours par-ci, par-là, mais je pense que, surtout pour les gens hors États-Unis, puis particulièrement aussi de leur côté, ce que tout le monde attend un peu, c'est les débats. Hein? C'est les moments charnières. On sait à quel point le premier débat avec Biden, ça a changé la campagne électorale au grand complet. Là, on attend le choc Kamala Harris, Donald Trump, s'il arrive, si M. Trump décide de se présenter. Mais on attend aussi avec impatience le duel des colistiers, là. Au moment où J.D. Vance et M. Walz vont croiser le fer. Et là, c'est pas clair, ça va être quand. Non, voilà. Écoute, ce serait CBS qui aurait ce débat. Et Tim Walz, de son côté, a déjà dit oui à une date. On a offert 4 dates aux deux colistiers, donc 2 en septembre, 2 en octobre. Tim Walz a dit « J'en serai et je préfère nettement le 1er octobre ». Du côté de J.D. Vance, on ne s'est pas commis encore, on ne s'est pas engagé. Ce que J.D. Vance a répondu, c'est « Je veux attendre d'en savoir plus sur les règles, sur le déroulement de ce débat-là, et on verra ». Mais oui, pour une rare fois, parce que c'est loin d'être à chaque élection où on, entre guillemets, à tout le moins je parle pour des commentateurs, on est excité par un débat à la vice-présidence. Mais cette fois-là, on a 2 candidats qui ont beaucoup fait parler d'eux avant leur entrée en scène et depuis qu'ils sont associés à leur candidat ou à leur candidate. J.D. Vance, c'est le moins qu'on puisse dire, a connu un début de campagne aux côtés de Donald Trump qui est très difficile. Il a eu clairement depuis 3 semaines un rôle bien particulier parce qu'on l'a plus entendu qu'on a entendu Donald Trump. Il a dû expliquer, puis c'est normal, un certain nombre de choses dans son passé, dans ses déclarations, dans ses associations en affaires, entre autres choses. Et de l'autre côté, Tim Walz, lui, c'est l'inverse comme début de règne de colistier. Quand on regarde les sondages, les gens lui sont majoritairement favorables et il semble être en mesure de se tirer des premières attaques, tout à fait légitimes aussi, dirigées vers lui. Donc, on en a parlé un petit peu hier. A-t-il été transparent comme gouverneur? Comment a-t-il géré les émeutes entourant le meurtre de George Floyd? Qu'en est-il de son passé militaire? Et jusqu'à maintenant, en tout cas, il se tire plutôt bien d'affaires. Même si on devine que la polarisation joue, là, il n'y en a aucun des deux qui va devenir immensément populaire. Mais on peut dire au moment où on se parle que Tim Walz est en avance. Et c'est important parce que les deux
visent à peu près le même électorat. Tim Walz est la réponse à J.D. Vance, la réponse démocrate à J.D. Vance. On peine du côté démocrate à aller chercher le vote des hommes blancs, et des hommes blancs, disons, les quinquagénaires et plus. Donc, ça, c'est une clientèle qui est acquise majoritairement aux républicains. Donc, Tim Walz, c'est celui qui va aller parler aux gens des zones rurales. Il peut peut-être rejoindre les banlieues et on vise les hommes blancs. Donc, les républicains ont le problème inverse, hein, c'est de conquérir ou de gagner plus de parts au sein d'une catégorie d'électorat, les femmes américaines et les femmes issues des minorités encore plus. Donc, j'ai hâte de les voir débattre parce qu'ils sont forts en gueule tous les deux. Ouais. Ils ont le sens de la répartie. Ce sont deux gars qui sont dont il faut se méfier aussi. Peu importe ce qu'on leur demande de porter comme fardeau, hein, ou comme message, ce sont deux gars intelligents qui vont arriver hyper préparés et beaucoup plus disciplinés que Donald Trump peut l'être, par exemple. C'est une de ses forces pour certains. Ah, donc, il dit ce qu'il pense, il surveille pas la formule. Donc, j'ai hâte de voir ce que J.D. Vance et Tim Walz peuvent offrir comme performance. Et je répète, je vais avoir en tête une portion de l'électorat. S'ils performent mieux qu'au sein des gens dont je viens de parler, de ce groupe-là qu'on veut maintenir chez les républicains ou dont on veut gagner une plus grande part chez les démocrates, c'est ça que je vais surveiller. Donc, et c'est la raison pour laquelle Kamala Harris est allée chercher Tim Walz. Donc, oui, on veut progresser dans l'électorat, puis, encore une fois, ce sera serré. Chaque petit gain qu'on fait est très important. Donc, ce débat-là, pour une fois, je pense que je vais y prendre autant de plaisir que celui de la présidence. Ouais, je pense que oui, ça va avoir une incidence qui est très claire. Là, non, chaque débat qui s'en vient, Luc, c'est le genre de truc là, que moi, je vais être assis, popcorn, une bière dans les mains, puis je vais regarder comme si je regarde un match de football. Là. C'est pas une blague, c'est vraiment le genre d'événement que je veux voir. Écoute, Kamala Harris a insufflé une énergie. Il y avait encore des sondages hier qui sortaient en disant les démocrates ont rejoint en termes d'enthousiasme pour leur candidate, ils ont rejoint les républicains. Donc, quand on parle de mobilisation, de faire sortir le vote ou d'envoyer des gens sur le terrain pour porter le message, Kamala Harris fait bien. En même temps, j'ai déjà écrit que Kamala Harris, jusqu'à maintenant, en entrevue, dans les débats, il y en a eu pendant les primaires, là, de ces soirées de débats, elle ne s'est pas particulièrement démarquée. Donc, moi, je lui reconnais plein de compétences. Elle a déjà mené des interrogatoires. Je l'ai trouvé redoutable au Sénat quand on lui a demandé de cuisiner des témoins qui comparaissaient devant les sénateurs. Que va-t-elle offrir dans un débat? Puis comment va-t-elle réagir au style souvent plus échevelé de Donald Trump et aux attaques personnelles? Du côté de M. Trump, on va surveiller. Il joue sur les perceptions et parfois, ils lui sont favorables, comme c'est le cas sur l'économie. Est-ce qu'il va être assez discipliné pour le faire? Ou s'il va partir, on m'excusera l'expression familière, est-ce qu'il va partir sur une dérape comme ça lui arrive à l'occasion? Dans les deux cas, ça va être drôlement intéressant de les voir. Et il n'a jamais affronté une femme, Donald Trump, sauf Hillary Clinton. Et j'ai déjà dit, Hillary Clinton, pour moi, sa principale faiblesse, entre guillemets, là, dans les chiffres ou dans les sondages, c'était pas d'être une femme, c'était d'être Hillary Clinton. C'est le nom de famille et c'est tout ce que ça évoque qui constituait un boulet pour elle. Cette fois-là, c'est un nouveau territoire pour Donald Trump. Il va se comporter comment? Parce que s'il peut galvaniser ses troupes, il peut se mettre à dos ou décourager bien des électeurs, dépendamment comment il joue ses cartes. Donc, les deux débats, vice-présidence et présidence, tout comme toi, je serais confortablement installé à prendre des notes, puis à apprécier ou pas chaque déclaration, chaque manœuvre ou les éléments, appelons ça de style, parce que bien sûr, l'image compte toujours dans un débat qui est télévisé. On ira à Cage au sport, Luc. On leur demandera de mettre ces écrans. Là, sur le gros écran, le plus gros qui fait tout le mur, là, on leur demandera de nous mettre le débat électoral, un mardi soir, voilà. Il va y avoir personne. On va. Puis chaque 5 mensonges de Donald Trump nous donne des ailes gratuites. On va leur proposer, puis je suis pas sûr que ça va non, marcher. Si tu la joues comme ça, on va sortir avec un excès de poids assez impressionnant tous les deux. Assez rapidement, merci, effectivement. Hey, on fait un petit suivi aussi d'un dossier qu'on jasait hier ensemble, Luc, ce qui se passe dans les universités, puis les manifestations pro-palestiniennes, tout ce que ça a engendré comme débordement. Il y a une autre démission, cette fois-ci, encore une fois, une université prestigieuse, Columbia. Voilà, donc, après des mois de tiraillement, d'ajustement, c'est la présidente de Columbia qui a remis sa démission hier. Elle disait le faire, bien sûr, à regret. On a accepté ça à regret aussi.
Mais ça montre à quel point cette situation-là, elle est importante aux États-Unis. Donc, c'est pas la première à devoir quitter ses fonctions pour avoir, aux yeux de la majorité des gens, puis finalement des gens qui prennent les décisions dans les universités, pour avoir mal géré cette question des manifestations. Donc, et une fois de plus, et c'est important dans un contexte électoral, elle est moins là parce que les gens elle démissionne, elle en est là, moins parce qu'on a affiché des sympathies pro-palestiniennes, pro-civiles palestiniens. Donc, elle est moins là pour ça que parce que, encore une fois, on dit qu'on a fait de la discrimination. C'est que dans les manifestations, comme on en parlait dans cette cause qu'on a tranchée sur la côte ouest pour UCLA, on a dit, vous avez brimé des gens qui étaient en droit d'assister à leurs cours. Ils ont été victimes, bien sûr, d'attaques haineuses. Et bien sûr, on parle de la communauté juive ou des Américains de confession juive. Donc, on a dit, c'est eux que vous avez brimés. Donc, la liberté d'expression, oui, on a le droit de manifester, bien sûr, sur les campus et de le faire à l'intérieur de certains paramètres, mais on ne peut pas brimer un autre groupe. Et encore une fois, c'est la communauté juive qui peut dire, ben, vous voyez, ça commence à faire le tour. Là, c'est nous qui avons été brimés là-dedans. Et c'est la reprise des négociations pour le cessez-le-feu aujourd'hui d'ailleurs. Donc, les deux sujets se chevauchent une fois de plus. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour la campagne. Comment, du côté de Trump ou de Harris, on va récupérer ces éléments-là? Parce que Kamala Harris, c'est la position la plus difficile des deux. Ben oui. Elle doit parler des deux côtés de la bouche. Donc, il faut qu'elle montre son appui à Israël. Il faut qu'elle se distancie de Netanyahou, tout en soulignant qu'effectivement, il y a eu pour les civils palestiniens une situation qui est plus que déplorable, qui est choquante. Mais quand on fait dans la nuance en campagne électorale, c'est là où ça devient plus difficile. Vous avez un langage clair, une phrase choc, un élément choc, un mot-clé. Ça va habituellement bien parce que en campagne électorale, être entre deux positions, c'est probablement ce qui est le plus inconfortable parce que vous essuyez des critiques de la part des deux camps. Donc, Mme Harris va devoir travailler fort dans ce dossier-là pour se démarquer. La position de Trump et des républicains, elle est très claire là-dessus depuis le début. Ouais, puis encore une fois, eux autres, ils font pas dans nuance. Donc après ça, quand un des camps est dans nuance, l'autre est vraiment clair, c'est plus difficile. C'est plus difficile d'être capable de marquer des points et de se démarquer. Luc La Liberté, c'est toujours un plaisir. On se retrouve demain. Une bonne fin de journée, Alexandre. Salut.